Donc on va passer la parole à Antoine Benoît. Avant, je voudrais juste dire un mot parce que monsieur Gillet a montré combien le GIEC n'accordait pas beaucoup d'importance à cette question. La question démographique, elle est toujours difficile à aborder. Elle a été difficile dès les années 1800, comme Malthus l'a évoqué. Il a été extrêmement critiqué. Il a été critiqué tout au long du XXe siècle aussi, et il l'est encore aujourd'hui. Elle a été difficile au cours du XXe siècle, où on a eu pourtant des intellectuels extrêmement réputés. Je pense au philosophe Henri Bergson, je pense à Albert Einstein, je pense également à Claude Lévi-Strauss à la fin de sa vie, à la fin du siècle, mais également Marguerite Yourcenar. Tous ont dit la même chose. C'est-à-dire que la démographie est un élément essentiel. Ça va être le problème du XXe siècle. Ils étaient au début, et du siècle suivant, c'est-à-dire le nôtre aujourd'hui. Ces gens n'ont pas été écoutés. Ça a été également... J'ai même entendu une fois une journaliste sur France Inter expliquer que Claude Lévi-Strauss disait ça, mais oui, mais il commence à être un peu gâteux. Quand on connaît l'intellect de Claude Lévi-Strauss, on est quand même un petit peu surpris. Curieusement, ça a été un peu plus facile à aborder dans les années 60-70, quand l'écologie politique, je pense qu'Antoine Wechter a commencé à prendre de l'importance. On a eu des gens comme René Dumont, qui était candidat à l'élection présidentielle. On a eu le commandant Cousteau. On a eu en France le journal Le Sauvage qui en parlait. On a eu à l'étranger la bombe P. On a eu le rapport du Club de Rome. On a eu en Angleterre James Lovelock qui a évoqué l'hypothèse Gaïa, et les sujets n'étaient plus du tout tabous. Curieusement, il est redevenu tabou, pour des raisons politiques parfois, au début des années 90, alors qu'on était à la période où la population mondiale augmentait le plus de 90 millions d'habitants par an. Et puis, la chape est retombée, et de nouveau, le sujet est difficile. Il a été difficile à aborder depuis qu'on a créé Démographie Responsable. Il est également difficile, curieusement, depuis quelques années, parce qu'effectivement, on constate, c'est vrai, il ne faut pas le nier, il faut s'en réjouir, quand même une certaine poursuite de la baisse de l'indice de fécondité. Oui, la fécondité baisse dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. Ça nous conduira probablement à une stabilisation avant la fin du siècle, alors qu'on pouvait évidemment l'imaginer après la fin du siècle. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, certaines personnes prennent argument de la continuation de cette baisse pour nous dire c'est plus la peine de s'en préoccuper. Sauf qu'on est 8 milliards, qu'on ne l'a jamais été, qu'on est 8 fois plus nombreux qu'il y a seulement 200 ans, et que la pression sur les milieux naturels est absolument extraordinaire. Et puis d'autre part, un autre élément à prendre en compte, cette baisse de la fécondité n'est pas acquise pour tout le temps. Il y a quelques pays où la fécondité est remontée, au Maghreb, elle est remontée également dans les pays d'Europe de l'Est. Donc l'argument selon lequel la baisse de fécondité nous permettrait de ne plus évoquer le sujet est quand même à prendre avec beaucoup de précautions. Peut-être que malheureusement il faudra encore l'évoquer longtemps. Voilà, pardon Antoine, je vous passe la parole. C'est bon, vous m'entendez ? Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce qui est génial, c'est que Didier vient à peu près de faire, en résumé, mon intervention. Ce qui prouve qu'on ne s'est pas coordonné, mais qu'au moins on pense la même chose. Autre libre réflexion comme ça, quand je nous vois tous dans cette salle, je me dis qu'on n'est pas forcément trop nombreux partout. Troisième réflexion, depuis que je parle publiquement de démographie, et je pense que je suis pas le seul à avoir cette impression, c'est une impression totalement absurde de devoir démontrer une évidence. C'est-à-dire de devoir démontrer que le soleil chauffe, que l'eau mouille, c'est-à-dire que quelque chose qu'un petit enfant de 5 ans perçoit instinctivement, l'enfant il comprend que plus on est de fous, moins il y a de riz, quoi. Que plus on est nombreux, moins forcément il y aura de ressources, plus on va avoir de besoins, etc., etc. Et d'ailleurs c'est une évidence. Je crois que ça a été un peu rappelé. Peut-être que Antoine reparlera de l'historique. Je ne sais pas. Pareil, nous ne sommes pas coordonnés, mais c'était au fondement, au cœur du lancement du mouvement écologique, la question démographique. Et aujourd'hui, on en est complètement sorti. Je me demande même dans quelle mesure on n'est pas dans une sorte de délire brandolinien. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Brandolini. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas forcément tout le monde. Alors c'est plus une facétie qu'une loi. On l'appelle aussi la règle de l'asymétrie des baratins. C'est très simple, hein. L'idée, c'est que quand quelqu'un va dire une connerie, au hasard Emmanuel Pont par exemple, ça va vraiment être le fil conducteur, hein.
Donc, quand quelqu'un dit une bêtise, ça prend 2 secondes, et après, il faut énormément de temps, énormément d'énergie pour arriver à démonter tout ça et à prouver que c'est une connerie. Donc, je me demande dans quelle mesure, là, maintenant, tous autour là, à faire des conférences, à s'agiter en tous les sens, on n'est pas dans ce délire brandolinien. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas énormément avancé, hein, je vous l'accorde, et on se demande en fait comment on en est arrivé là. Pourquoi aujourd'hui la démographie, tout le monde s'en fout, hein, pour dire les choses de manière très claire. En tout cas, c'est pas le sujet écologique du tout. C'est même totalement évacué. C'est un tabou. Alors je dirais qu'on en est arrivé là pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt, il faut qu'on soit capable de les regarder en face et de les affronter. C'est que des abominations ont été commises en ce nom-là, c'est-à-dire au nom de la modération démographique. Vous les avez tous en tête, hein, je ne vais pas épiloguer, la loi chinoise de l'enfant unique, castrer des Indiens sans leur dire qu'en plus c'était définitif et contre des postes de radio, etc., etc. C'est vrai, ça a eu lieu, et forcément quand on est militant de cette cause-là, on ne peut pas l'évacuer. Bon, ça c'est les bonnes raisons. Mais la question démographique, à mon sens, a aussi été évacuée du débat pour des mauvaises raisons. Et je dirais, pour essayer de faire une sorte de typologie, j'adore ça les typologies, des mauvaises raisons de droite et des mauvaises raisons de gauche. Ce qui explique la situation actuelle. Alors à droite, c'est classique, c'est que les grands corps constitués, hein, les forces traditionnelles qui structurent la et les sociétés, n'ont absolument aucun intérêt à la modération démographique. Hein. Le prince, le chef d'État, le roi, il n'a absolument aucun intérêt. Hein. Plus on est nombreux, plus la population constitue un attribut de la puissance d'un État, plus on a de soldats pour guerroyer, etc., etc. Pareil pour le curé, évidemment, plus il y a de monde, plus il y a de fidèles. Dans le monde identitaire qui est le nôtre, ça n'est évidemment pas anodin. On sait que certains dirigeants palestiniens ont pu dire que la meilleure arme, c'était le ventre des Palestiniens. C'est un exemple, hein, on pourrait les démultiplier, je ne suis pas en train de prendre parti, attention. Hein. Le banquier non plus, évidemment, n'a absolument aucun intérêt à la décroissance démographique. Hein. Plus il y a de monde, plus il y a de consommateurs et plus il y a de producteurs. C'est déterminant pour la croissance économique. Mais il y a aussi des mauvaises raisons de gauche qui nous ont conduits à cette situation. Alors il y en a une qui tombe sous le sens, qui apparaît tout de suite à l'esprit, c'est les systèmes sociaux, en particulier les systèmes de retraite. Le système par répartition, c'est une pyramide de Ponzi. Hein. Il faut qu'il y ait toujours plus de cotisants pour payer toujours plus de retraites. Mais je dirais que la principale raison de gauche qui a conduit à évacuer la démographie du débat écologique, c'est vous avez compris un peu le ton, hein, je suis toujours un peu provoque, mais c'est pour susciter le débat, etc. Mais ceci dit, je le pense, c'est une véritable confiscation de l'écologie par l'anticapitalisme. Et donc je pense que la démographie a été victime du mouvement Sinistrogir que vous connaissez peut-être, qui consiste à voir émerger sur le champ politique des courants toujours plus à gauche, qui poussent toujours plus à droite les idées qui au départ étaient de gauche. Bon, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais aujourd'hui, parler de démographie, moi, je l'ai appris, je l'ai compris récemment, on est censé être de droite maintenant, quand on parle de démographie. C'est quand même assez extraordinaire quand on sait d'où ça vient, quand on se souvient du rapport Meadows, etc., etc. Mais surtout, l'anticapitalisme, à partir du moment où c'est l'alpha et l'oméga de l'écologie, ben c'est très simple. On s'en fout de la démographie. Il faut mettre à bas le mal, le capitalisme. Et quand on l'a mis à bas, ben c'est fini. Et c'est d'ailleurs exactement la position d'Emmanuel Pont. Pardon, je ne fais pas exprès, mais c'est quand même un peu le mec qui donne le là maintenant sur la question. Alors, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a un consensus, hein, pour ne pas dire une conjuration des imbéciles, pour ne plus faire reposer l'écologie que sur le mode de vie. Je dis mode de vie, je pourrais dire l'économie, alors que Monsieur Gillet, encore merci parce que je trouvais vraiment l'exposé extraordinaire. D'ailleurs, j'avais une question à poser, c'est est-ce qu'on pourra avoir la présentation ? Mais super, merci beaucoup. Et donc l'équation de Kaya, moi je dis les choses de manière beaucoup plus littéraire effectivement et simple, mais l'équation de Kaya que nous montrait Monsieur Gillet, c'est quelque chose de très simple, c'est pareil, même l'enfant de 5 ans il peut comprendre que notre empreinte écologique, elle dépend de 2 facteurs, elle dépend effectivement de notre mode de vie, mais multipliée par notre nombre. Et donc là on est dans une situation où on se dit, mais non,
cette conjuration-là, elle nous conduit à nous dire, mais non, on va agir que sur l'un des deux leviers de notre empreinte. Alors, le résultat de tout ça, c'est que nous sommes, quand on est, disons, conscient de l'importance de la démographie, à la fois droitisé, je l'ai déjà dit, mais aussi ringardisé. Et donc, moi, j'interviens devant vous pour faire une proposition, qui est une proposition stratégique pour redevenir audible et crédible. C'est de parler avec les mots de l'air du temps. Si la démographie, elle est vraiment has-been et ringarde, il y a un truc qui est super à la mode, c'est la sobriété. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle que de sobriété, que de ça. Et c'est très très cool de parler de sobriété. Hein. Dans les écoles de commerce, les nouvelles générations, etc., ils ne parlent que de sobriété, sans préciser que la sobriété, c'est le rationnement, mais c'est pas grave. Et la stratégie que moi je propose, c'est de dire que dans la sobriété, qui est absolument nécessaire, il n'y a pas un seul plan de transition écologique qui ne fasse l'économie de la sobriété. Il y a une sorte de consensus sur le fait qu'il faut de la sobriété. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans la sobriété et jusqu'à quel niveau on pousse la sobriété. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que la modération démographique entre là-dedans, dans ce paquet-là. C'est une forme de sobriété. Et donc, il faut arriver, tous, chacun avec nos moyens, à démontrer que cette sobriété-là, cette forme, ce volet de la sobriété, il s'impose dans la transition. Et pour ça, il faut arriver à battre en brèche deux idées reçues. La première, Didier en a parlé, c'est, je dirais, l'idée de l'ordre démographique spontané. Vous savez, comme on parle de la main invisible du marché, c'est l'équilibre spontané du marché. Là, il y aurait un ordre démographique spontané parce que, on l'entend beaucoup, Didier, c'est vrai, il n'y a pas de problème démographique. Puisque le taux de fécondité ne cesse de chuter, que la population mondiale vieillit et qu'on sait qu'au bout d'un moment, eh ben, la tendance va finir par se retourner. Ce qui est parfaitement vrai, mais ce n'est pas du tout le problème. Moi, c'est ce que je sais, mais on en reparle après. Mais voilà, effectivement, on peut en débattre. Mais en tout cas, moi, dans le modèle que j'avais jusque-là, c'est vrai, mais surtout, ce n'est pas le problème. Parce que la question, c'est à quel niveau et quand? Et la réponse, c'est trop tard et trop haut. C'est-à-dire que dans tous les modèles qu'on a, moi je me réfère au modèle ONU, voilà, et donc, voilà, oui, alors c'est vrai, il y a la projection haute, mais historiquement, elle ne s'est jamais réalisée. Historiquement, l'ONU, la division de la population, moi d'ailleurs, quand je fais des interventions sur la prospective, c'est l'exemple que je donne pour donner un petit peu d'espoir quand même, c'est prouver qu'on peut faire des projections. Quand on sait que dès les années 50, on avait prédit qu'on serait 6 milliards en l'an 2000 et que le 6 milliardième humain est né en octobre 99, c'est bluffant quant à notre capacité, ou leur capacité en tout cas, à faire des projections. Donc moi, c'est vrai que je me fie à la projection moyenne parce que ça s'est toujours réalisé. Là, vous avez dû voir ça parce que vous avez l'air très, très au courant, mais on en reparlera. Okay, il y a une projection basse qui n'est pas de l'ONU, qui est d'une étude là, qui dit que ça se stabiliserait autour de 9,7 milliards en 2064, quelque chose comme ça. Moi, je ne rentre pas dans ce débat, mais j'observe que même l'hypothèse la plus, pour nous, optimiste, c'est-à-dire même celle-là, elle arrive à 10 milliards. C'est ça le truc. Elle arrive à 10 milliards, c'est-à-dire que, sans prendre en compte le développement, c'est 25%. Moi, je n'ai pas les 75%, mais en plus, c'est 75% sur le passé et les gaz à effet de serre. Mais en tout cas, là, sur l'avenir, c'est-à-dire l'augmentation de notre empreinte, mathématiquement, sans prendre en compte le développement, c'est 25%. Et si on prend en compte le développement, c'est plutôt un tiers. Mais d'ailleurs, ça recoupe exactement les chiffres que vous avez donnés dans votre présentation. Donc, ça, déjà, l'équilibre spontané, ça ne fonctionne pas, parce que l'éventuel rééquilibrage, ça interviendrait bien trop tard, c'est-à-dire après la nécessaire transition. La seconde grande idée qu'il faut arriver à battre en brèche, je regarde mon temps, j'ai encore quelques minutes, la seconde grande idée qu'il faut arriver à battre en brèche qui est déterminante, c'est qu'on ne peut pas faire reposer la totalité de la transition sur l'économie. Et cette idée-là, elle se subdivise en deux branches. La première branche,
Vous allez peut-être la trouver superfétatoire, mais je n'en sais rien puisque je ne sais pas quel auditoire j'ai en face de moi, mais elle est justifiée par les prises de position dominantes de ceux qui incarnent l'écologie aujourd'hui. La première donc démonstration, c'est celle que la décroissance, puisque c'est l'autre nom de l'anticapitalisme, ou plus précisément la proposition qui est faite pour mettre à bas cette salope de capitalisme. Et donc, moi, la démonstration que je propose de faire, c'est de dire que la décroissance ne peut pas être, et même en aucun cas, ni une solution pour l'humanité, ni même une solution pour la planète. Plusieurs arguments, je vais aller vite. Premièrement, pour qu'elle ait un impact significatif, il faudrait qu'elle soit mondiale. Je ne suis pas certain que la planète ait le temps d'attendre la révolution décroissanciste mondiale. Des éoliennes et des panneaux solaires, on peut les mettre maintenant. Cette révolution généralisée, hein, les lendemains qui chantent, je ne suis pas sûr que ce soit pour demain, et on n'a pas ce temps-là. D'autant moins qu'on ne peut pas décroître seul. Un pays comme la France, par exemple, qui inscrirait à son agenda économique, je voudrais bien voir ça, la décroissance, hein, pour l'instant personne n'en veut, hein, évidemment, se transformerait très très vite en Corée du Nord, et puis surtout d'un point de vue environnemental, ne pèserait absolument rien sur les évolutions globales. Donc premier argument. Deuxièmement, cette décroissance, elle peut mener qu'à, non pas comme elle est trop souvent présentée, mais quand je vous dis présentée, c'est présentée dans les cercles de pouvoir, les cercles de décision, les grandes entreprises, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, etc., etc. C'est une idée qui est en train de formater les nouvelles générations et c'est un rouleau compresseur idéologique qui va finir par avoir d'importantes répercussions. Moi, je suis aux premières loges de ce constat. Hein. Donc, contrairement à ce qui est annoncé, cette décroissance ne peut pas être un atterrissage forcé. Vous savez, c'est une métaphore aéroplanée. C'est forcément un crash. Je vous donne l'exemple de la décarbonation. Hein, là, la crise de Covid a coûté 3% de PIB mondial et plus de 3%. Et a permis 7% de décarbonation. Vous avez sans doute entendu dire qu'il faudrait faire ça pour décarboner, arriver à la neutralité carbone dans les temps impartis par le GIEC pendant 30 ans. De masse. 3% de PIB en moins pendant 30 ans, on arrive au PIB de 1870. Donc c'est la paupérisation absolument assurée. Cette idée de la décroissance, en plus, elle repose sur une incompréhension totale de ce qu'est la croissance. On croit instinctivement, c'est naturel d'ailleurs, que la croissance, c'est un peu plus de gâteau chaque année. Oui, c'est ça, mais c'est pas que ça. La croissance, c'est principalement la dynamique de l'ensemble de l'économie qui fait que la totalité du gâteau est produit. Et donc, sans croissance même infime, sans l'espoir d'un tout petit peu plus matériellement, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'innovation, donc il n'y a pas les moyens de décarboner, par exemple. Autre argument, la misère n'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'écologie. J'en réfère d'ailleurs à ce qu'a dit M. Gillet. Hein, une partie substantielle, je crois que c'est le tiers de la déforestation tropicale qui est liée à l'extrême pauvreté. Donc dans un monde où on retomberait à peu près au Moyen-Âge, les gens ne vont pas se laisser crever en fait, hein, ils vont se rabattre sur ce qui est à portée de leurs mains, c'est-à-dire les dernières ressources naturelles. La misère, évidemment, condamne toute possibilité d'innovation, encore une fois, très important. Un monde de misère qui sombre dans la misère, c'est aussi un monde qui sombre dans le chaos, et donc qui perd le contrôle de ses installations modernes, à commencer par les centrales nucléaires. Donc, je crois qu'il y en a 500 dans le monde, là, aujourd'hui. Hein. On peut imaginer 500 Tchernobyl si on n'arrive pas à les arrêter avec les moyens qu'il faut dans des bonnes conditions. Pour dire les choses de manière encore plus imagée et simple, dans le monde de Mad Max, on ne fait pas des jardins potagers bio et on roule pas à l'électrique. Hein. On crame tout ce qu'on peut de pétrole et on se balance des bombes atomiques sur la gueule. Voilà. Dernier argument, si on fait de la décroissance, on pète le marché, et ça c'est hyper important parce qu'on n'a plus de signal prix, et si on n'a plus de signal prix, on n'a plus la seule force qui permet à la transition de s'effectuer d'un bout à l'autre de la planète, c'est-à-dire pour les consommateurs changer leur comportement vers des biens et des services plus vertueux d'un point de vue écologique, et pour les producteurs d'innover pour justement changer leur offre. Ça c'était la principale idée à battre en brèche. L'autre très grande idée à battre en brèche pour ne faire comprendre qu'on ne peut pas faire reposer toute la transition sur l'économie, c'est que l'économie n'est pas un interrupteur. Quand on dit on va changer les modes de vie, les écologistes, c'est super simple. Non. Changer nos modes de vie, ça veut dire intégralement changer tous nos modes de production et de consommation. C'est rigide, c'est un euphémisme, c'est rigide à la baisse.
On ne peut pas switcher comme ça. Et donc, dans ces conditions, puisqu'on ne maîtrise pas l'un des deux leviers de l'équation de Kaya, on ne peut en aucun cas, pour faire l'équation, totalement se priver d'agir sur le second levier, qui est le nombre. Alors, partant de là, je peux encore continuer un petit peu ? 2 minutes ? 2, 3. Bon, ça veut dire que tu penses que je vais en faire 5, donc je vais en faire 10. Alors, partant de là, la démographie, c'est, et là je suis totalement d'accord, je crois, avec ce qui a été dit, un énorme enjeu de lutte contre le réchauffement climatique. Et ça a été dit par M. Gillet, mais je voudrais revenir quand même pour avoir les idées très claires. C'est un enjeu monumental de lutte contre le réchauffement climatique, à la fois en atténuation, dans les pays développés, parce que, évidemment, comme on ne maîtrise pas notre trajectoire de décarbonation, toute naissance actuelle dans un pays fortement émetteur est une promesse d'émission. Et c'est aussi un enjeu d'adaptation majeur. Vous l'avez un peu évoqué. Parce que on ne maîtrise pas la trajectoire de développement décarboné des pays en développement. Et donc, toutes les naissances actuelles sont des bombes à retardement démographique. Et en plus, du point de vue de l'adaptation, il est bien évident que moins il y aura de monde là où la dynamique démographique est la plus forte aujourd'hui, c'est-à-dire dans la bande tropicale, moins quand on arrivera à 2,5 ou 3 degrés, si jamais on y arrive, la catastrophe humanitaire sera importante. Là, si on continue comme ça, un monde à 3 degrés, c'est 20% des terres émergées qui vont abriter 3,5 milliards de personnes et être inhabitables la moitié de l'année. Donc moins il y aura de monde dans ces zones-là, plus on pourra s'adapter. C'est un enjeu d'adaptation majeur, et ça, je l'entends très, très rarement évoqué. Ça, c'était pour le réchauffement climatique. Et ce que fait soigneusement Emmanuel Pons, c'est de ne parler que du réchauffement climatique et pas de toutes les autres limites planétaires. Alors là, on les atteint à l'aise avec la démographie. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que plus de monde, c'est plus d'atteinte à la biodiversité, c'est plus de perturbation des cycles du phosphore et de l'azote, c'est plus de consommation d'eau, c'est plus de besoin de nourriture, c'est plus de besoin de tout. Alors maintenant, la dernière question, j'en termine là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, pour accélérer la transition démographique? C'est pareil, M. Gillet a déjà donné des pistes qui étaient extrêmement intéressantes. Alors déjà, la première chose à dire, c'est qu'on ne veut pas ressusciter la politique chinoise de l'enfant unique. C'est là que je reviens à mon premier argument, il y a ce constat. Ça, c'est très important, et c'est aussi pour ça que vous comprenez que le titre de mon livre est une provoque. Je ne veux pas créer un permis de procréer, je ne veux pas faire avorter de force, je vous rassure. Plus sérieusement, l'enjeu en termes de politique publique, il n'est pas du tout le même au nord et au sud. Au nord, l'enjeu, c'est une question de prise de conscience. Qu'avoir un enfant, les questions qu'on se pose, c'est pas seulement est-ce que j'ai une chambre pour pouvoir l'accueillir. C'est aussi un enjeu environnemental. Je vous dis ça, peut-être que ça vous paraît tout à fait évident, mais moi, quand j'allais avoir un enfant, j'en parlais à des gens, j'appartiens plutôt à des milieux aisés, d'élite, etc., donc des gens qui appartenaient à ces milieux-là et qui rigolaient quand je leur disais ça. Qu'est-ce que tu vas chercher? Voilà, on en est là, quoi. Bon. Et c'est aussi au nord la remise en cause des politiques natalistes universelles qui sont totalement orthogonales de l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, promouvoir l'accord de Paris et de l'autre côté, continuer avec des politiques natalistes universelles de la même manière qu'on ne peut pas continuer à subventionner les énergies fossiles. C'est aussi contradictoire. Donc, il y a un énorme chantier à faire au nord là-dessus. C'est pas pour ça qu'il faut supprimer toutes les politiques familiales parce qu'elles ont aussi une vocation sociale, mais c'est pour ça qu'il faut les cibler sur des objectifs sociaux et des publics qui en ont véritablement besoin, ce qui permettrait de dégager des marges budgétaires absolument colossales. Rien qu'à l'échelle de la France, l'ensemble de ce paquet-là, c'est 80 milliards par an. Il suffirait de raboter de 25%, et on a déjà un poste énorme de financement de la transition. Au sud, et ça a été dit par M. Gillet, c'est l'association du droit des femmes et du droit de la planète. Bon. C'est-à-dire, moi j'ai fait plus schématique, c'est l'accès à la contraception et à l'éducation. Chaque année, il y a 80 millions d'humains de plus sur Terre, dont 60 millions de naissances non désirées. C'est-à-dire que la contraception, l'accès au planning familial, qui aujourd'hui est voulu
Ce n'est pas un truc de blanc qui essaye d'imposer ça aux pauvres pays du Sud, etc. 70% des pays dans lesquels le taux de fécondité est le plus fort tentent de mener des politiques dénatalistes. Mais elles sont mal menées, et mal en 2 mots, et elles ne sont pas financées. Voilà. Donc rien que ça permettrait presque de freiner la plus grosse partie de l'augmentation démographique. Et l'éducation, ça a un très fort effet de levier. Et alors, j'en termine sur ce point-là qui me semble clé. Tout ça, c'est une révolution, mais c'était aussi l'idée de M. Gillet, c'est une révolution qui se mène avec des stylos et des préservatifs. Ben oui. C'est-à-dire que ça coûte, ça a été chiffré, hein, Gunther Institute, etc., c'est 43 milliards de dollars par an, c'est 2% de la seule transition énergétique annuelle, pour effacer 25 à 35% de notre empreinte écologique future. C'est absolument imbattable. Et donc il faut absolument faire comprendre au monde que la sobriété démographique a le potentiel d'être de loin le volet le plus efficace de la transition environnementale qu'on doit mettre en œuvre. Merci. Merci Antoine, bah c'est tellement ça, hein. C'est tellement ça. Et ce sentiment d'avoir à lutter pour imposer une évidence, nous on le constate tous les jours à ADR, mais c'est tellement évident et pourtant ça se fait pas. C'est tellement ça aussi sur la question de toutes les institutions qui sont presque contre nous, hein. Les États, les églises, les partis politiques. Seul petit quand même bémol, Dieu merci, la population ne semble pas toujours suivre cet avis-là. Et il y a dans la population, on le voit quand on rencontre des gens sur les salons, mais on l'a vu également l'année dernière quand on a fait un sondage auprès de la population, 72% des gens sont quand même conscients que la démographie a un impact important sur l'environnement. Donc là, il y a peut-être une solution pour convaincre que les gens, en étant conscients, alors peut-être les mouvements qui sont censés les représenter pourraient prendre en compte cette conscience et ne pas avoir peur d'exprimer leurs inquiétudes devant la surpopulation. Ça, c'est un petit motif d'espoir. Bravo aussi pour la question du signal prix. Je crois que c'est une chose très importante. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a une personne derrière aussi. Oui, bonjour. Peut-être que vous en avez parlé dans la première partie. Je m'excuse, j'étais pas arrivée. Dans les arguments de gauche que vous avez cités, pour lesquels cette question démographique est tabou, il me semble que vous en avez oublié un. Vous venez pourtant de le mentionner en fin d'exposé. C'est qu'en fait, la croissance démographique est très importante dans les pays en voie de développement ou sous-développés, ou même les BRICS, les pays intermédiaires, et qu'il y a une espèce de frilosité, d'autoflagellation de nos populations. Moi qui ai beaucoup navigué dans le milieu des Verts, par exemple, c'est le sacrilège de parler de ça, parce que de la même manière que on n'est pas autorisé, et là-dessus on a raison, nous, appartenant aux pays développés, à empêcher ces pays-là d'accéder au minimum pour avoir un mode de vie digne et salutaire, ça c'est normal. Autant ces pensées-là ajoutent à cela le fait qu'on n'est pas autorisé à se positionner sur leur volonté ou pas de se développer et de croître démographiquement. Et puis j'avais une autre question, ça concernait... Alors vous en avez peut-être déjà parlé, mais moi qui fais de l'écologie, c'était la question de en quoi la notion d'espèce envahissante, mais là ça serait au niveau de la Terre entière, c'est-à-dire au sens de... on est une espèce finalement qui... on parle d'espèces envahissantes pour les plantes ou les animaux quand finalement elle devient hégémonique et il n'y a plus d'équilibre écologique qui s'établit. En quoi cette notion, elle pourrait nous aider à penser ce qu'on est tous en train de penser actuellement? Alors, sur la première remarque, accusation de néocolonialisme, bah ça c'est génial, je rajoute. Et en plus, ça m'aide vachement parce que j'adore ce qui est symétrique. Et du coup, ça me donne 3 mauvaises raisons de droite et 3 mauvaises raisons de gauche. C'est génial. Merci beaucoup. Et sur l'autre point, ça dépasse de loin mes compétences parce que j'ai l'impression qu'il y a une dimension philosophique et spirituelle dans la question. Et donc, je botte en touche.
Voilà. Alors, juste une chose, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Didier. En fait, aujourd'hui, dans la démographie, dans le débat, quand par hasard on en parle dans les médias, il y a deux stars. Il y a Pont, ok, et il y a les GINC, Green Inclination No Kids. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est tous les jeunes, principalement des jeunes, mais pas forcément, mais beaucoup quand même, qui pensent comme nous. Et qui font le choix aux États-Unis ou en Europe de se faire stériliser de manière définitive pour ne pas avoir d'enfants. Et eux, ils sont recherchés comme de l'or par les médias pour les mettre en avant. C'est pas toujours bienveillant, vous pouvez vous en douter, etc., etc. Et je trouve ça extrêmement dangereux et grave. D'abord, j'ai énormément de respect pour ce qu'ils font, enfin, pour cette espèce de sacrifice. Enfin, ça dépasse complètement l'entendement. Mais surtout, ça veut dire que d'un côté, on a un Emmanuel Pont qui développe des sophismes en disant c'est de la merde et tout le monde l'écoute, mais genre dans des médias très institutionnels, genre Le Monde. Le Monde, il a fait le podcast du Monde sur l'environnement. Il a eu 1h30. J'ai écrit aux journalistes pour lui dire attendez, pour démonter chaque point, etc. Peut-être que toi aussi, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais voilà, c'est devenu la doxa. Et de l'autre côté, ça veut dire qu'on ne compte plus que sur la vertu de l'individu. Et ça, c'est hyper grave. C'est comme quand Coca dit ben non, on va pas arrêter de produire du plastique, il faut pas nous empêcher de produire du plastique. Le problème, c'est ces connards d'utilisateurs qui les jettent partout. C'est-à-dire, dès que on commence à vouloir faire peser la transition écologique sur le dos de l'individu, c'est qu'en vrai, on veut rien faire. Voilà. Je voulais juste apporter une réponse sur la question des espèces invasives. En règle générale, quand on a une espèce invasive, c'est une espèce introduite. C'est-à-dire qui se retrouve dans un écosystème qui n'a pas évolué avec elle et qui n'est pas adapté à son arrivée. C'est très différent avec l'humain. L'humain apparaît plutôt comme une espèce ubiquiste, c'est-à-dire capable de s'adapter à tout et qui, dès lors, ce qui lui a permis finalement d'envahir la planète tout entière. On a quelques espèces de cette nature. Le rat gris, par exemple, est une espèce ubiquiste qui envahit toute la planète de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut de l'intelligence, une capacité d'adaptation. C'est ça l'espèce humaine. Et par conséquent, l'espèce humaine ne peut pas être considérée, a priori, en tout cas, selon les définitions scientifiques, comme une espèce invasive. En tout cas, elle n'en adopte pas les mécanismes. Madame, il y a une dame là qui avait demandé la parole. Oui. Après, Anne-Marie, la dame, elle avait demandé il y a longtemps là déjà, d'abord. Enfin, c'est une série de remarques, parce qu'évidemment, sur le fond de la démonstration, j'adhère, comme beaucoup. Bon, moi, je pense qu'effectivement, les Chinois, ils ont été très visionnaires, et c'est la seule chose que je leur connais. Pour la politique de l'enfant unique, parce que sinon, vous auriez les yeux bridés, hein, c'est-à-dire qu'ils auraient envahi toute la Terre s'ils n'avaient pas maîtrisé leur croissance démographique. Donc ça, c'est un point. L'éducation des hommes et des femmes, donc ça, c'est pas pour vous, mais c'est pour en général. Je comprends pas pourquoi on parle tout le temps de l'éducation des femmes. Ça n'empêche pas la femme qui est éduquée que son bonhomme africain lui passe dessus sans lui rien lui demander, de même que les musulmans, cherchent à se reproduire à tout prix. Donc, c'est Allah qui envoie les enfants. Donc, je vois pas pourquoi ça serait pas l'éducation des hommes et des femmes, quoi. Il faut les font à deux, quoi. Et puis, c'est dommage que le permis de procréer soit une boutade et non pas une vraie bataille, parce que quand on veut, adopter, on nous regarde sous toutes les coutures, psychologiques, physiques, financières. On fait un audit, une inquisition incroyable des demandeurs d'adoption, et puis on laisse des gens irresponsables se reproduire sur des critères. Donc, pour avoir des droits sociaux, pourquoi pas un permis, une autorisation, C'est pas possible. Pourquoi ça serait pas Pour une raison très simple. L'intégrité de la personne. Enfin, plutôt un contrat social qui dit vous aurez des aides que si... voilà. Quand quelqu'un est enceinte, vous faites quoi? Non, mais ça veut dire que... Ah oui, mais ça c'est autre chose, ça, tout à fait. Mais un projet de famille, bref, on va pas discuter là, parce que c'est plus compliqué que ça.
La sobriété, quand on parle de sobriété, c'est pas synonyme de rationnement, parce qu'il faut pas oublier le complément de sobriété qui est la sobriété heureuse, celle qui a été décrite par Rabbi, et donc qui en fait c'est la logique du moins mais mieux. Et la décroissance, c'est pas l'appauvrissement, c'est la décroissance matérielle, c'est-à-dire la transformation de la matière décroissante, mais avec la transformation de l'immatériel et la génération de nouvelles marges économiques. Donc un exemple banal, c'est le slow process. Hein, si vous passez plus de temps à produire quelque chose avec un processus de maturation, diminution des intrants, etc., vous faites un produit de meilleure qualité, plus cher et donc à consommer en moindre quantité. Donc c'est ça la logique de la décroissance. C'est pas un appauvrissement, c'est la décroissance matérielle compensée par la croissance liée à la plus-value immatérielle. Voilà. Sinon, je suis d'accord avec... Il y avait aussi également M. Lacan et puis des personnes derrière aussi. Donc, voilà. Et pareil, je me permets à chaque fois essayer de faire court pour qu'on puisse donner la parole à chacun des intervenants avec autant de temps. Moi, je veux poser une seule question. La démographie est une bombe. Hein? Et on est en train d'en parler là. Bon, on voit bien du côté de l'islam, hein, mais ça a été valable du côté des catholiques. Mais je m'en rappelle, Marie s'en avait parlé, qu'il y avait des catholiques, je crois, au fin 18e, début du 19e, qui avaient cessé de faire des enfants dans les campagnes. Et ça commençait à poser des questions. Bon, et ils étaient catholiques. Bon, mais là n'est pas le cas. Je veux dire, maintenant, c'est combien de divisions ? Ne soyons pas naïfs à ce point-là. Hein, moi, je vois bien. Donc, je dis, c'est une bombe. Comment la désamorcer ? C'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais je ne pense pas que les arguments soient de poids. Alors, enfin, je ne sais pas si je... Bon, je prends un exemple. Ouais. L'Égypte, 114 millions d'habitants. Ouais. C'est pas rien. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais rien. Non, mais... Rien. Au nord... Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? D'accord. Alors, au nord, il n'est pas question de faire baisser le taux de fécondité, qui est plancher. Je ne sais pas si on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Bon. Au sud, moi, je ne connais pas spécifiquement le cas du Soudan, de l'Égypte, de tel ou tel pays. Ce que je sais, c'est qu'il y a une demande de contraception non satisfaite à l'échelle mondiale qui, à elle seule, couvre à peu près l'augmentation démographique annuelle. Et j'en reviens, alors là, pour le coup, ça me permet de répondre à cette question, l'éducation des femmes. C'est pas militant quand je dis ça, mais bien sûr, il faut aussi éduquer les hommes, enfin, c'est un écosystème global, mais il y a une relation qui est parfaitement établie entre le niveau d'éducation et le taux de fécondité. Oui. C'est le paradigme coréen, puisque c'est après-guerre, en Corée, qu'on a vu ça, le taux de fécondité qui s'effondrait avec l'augmentation du taux d'alphabétisation. Pour dire les choses plus simplement, quand une femme est éduquée, elle peut dire à son mec, elle a plus de moyens, non, tu ne me passes pas dessus. Je pense que mécaniquement, c'est comme ça que ça se passe. Qui a demandé la parole. Oui. Juste Gilles Perret et Gilles Lacan. Oui. Gilles Perret et Gilles Lacan. Voilà, puis après. OK. Bon, OK. Ouais, Gilles. Hop là. Oui, je voudrais verser au dossier une réflexion personnelle et professionnelle. Je suis médecin, donc ça m'arrive de recueillir les opinions et les sentiments des gens. Mon sentiment est que quand on regarde une cour de récréation dans une école, il y a 3 tiers. Il y a des enfants de l'amour, 1 tiers. Il y a des enfants par violence, violence des hommes vis-à-vis des femmes, violence des femmes vis-à-vis des hommes. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Et puis le 3e tiers, c'est le calcul, c'est la porte ouverte
à les allocations familiales, le statut dans la famille, etc., etc. Donc ça nous appartient en société. Merci. Je peux réagir à ça? Oui. C'est une vraie question. Hein. Je suis peut-être très naïf, mais je ne savais pas qu'on faisait des enfants pour les allocs. Non. Eh bien, je vais peut-être vous choquer, je ne le pense pas. C'est très minoritaire, mais je n'ai pas votre expérience. Non, oui, alors il y a des cas. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça représente? Peut-être que je suis très éloigné du cas et que donc j'arrive pas à me le figurer, mais faire des enfants pour avoir des allocs. C'est une vieille question, on l'a souvent celle-ci. C'est possible. J'en disconviens pas. Vas-y. Oui. Moi, c'est quelques observations comme ça. Premièrement, sur l'enfant unique et la fine, c'est terrible. Mais moi, je n'exclus pas qu'on ait des politiques antinatalistes. Antinatalistes, ça ne veut pas dire stériliser les gens de force, ça ne veut pas dire exercer des pressions politiques sur eux, les mettre en prison s'ils ont trop d'enfants. Mais à condition de placer le curseur du respect de la personne humaine et des libertés individuelles à un certain niveau, des politiques antinatalistes, comme il y a des politiques natalistes, des allocations familiales pour répondre, me semble pas quelque chose de scandaleux. Je pense que le fait que l'État se préoccupe, avec beaucoup de précautions quand même, de ce qui se passe dans sa population au niveau de la reproduction ne doit pas être un tabou, moyennant quoi il faut être très prudent. Voilà, donc c'était sur l'exemple, le contre-exemple de l'enfant unique. Moi, je dois dire, je ne suis pas mécontent. On a calculé ça, qu'il y ait 400 millions de 400 millions en moins maintenant que ce qu'il aurait pu avoir. Alors, est-ce que c'est la politique de l'enfant unique qui a abouti à ce qu'il y ait 400 millions de Chinois en moins ou pas? On ne le sait pas, mais enfin, il y a quand même une baisse démographique. Non, mais moi, je suis très mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce que effectivement, à l'échelle globale, on peut s'en réjouir, mais se réjouir de ce qui a été fait, ça fait de nous des criminels. Enfin, je veux dire, c'est tellement abominable, c'est pas possible. Mais secrètement, on est entre nous, on peut se dire ah oui, c'est très bien, etc. Mais en réalité, c'est abominable. Oui, mais enfin, on est vite criminel. Et soyons clairs, moi, sur les allocations, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on coupe les allocs, c'est-à-dire qu'on fasse des allocations dégressives, voire une allocation de nulliparité, et qu'on cible les allocs sur... C'est ce que je disais quand je disais les politiques familiales universelles. On cible les allocs sur les voilà. Après, la question est de savoir si, effectivement, il y a... Quel est le volant des enfants qui sont faits pour les allocs? Moi, ça me... Bon, autre chose. Ça dépend des milieux sociaux. Ça dépend des milieux sociaux, je pense. Alors, bon, deuxièmement, oui, deuxièmement, parce qu'on est pressé, donc très vite. Deuxièmement, il y a une question de corrélation et de non-corrélation entre la démographie et l'économie. C'est-à-dire, c'est difficile de dire d'un côté il y a la démographie et de l'autre côté il y a l'économie. Il me semble, et on va dire que j'en souffre, mais intellectuellement, c'est très dérangeant que le progrès économique et une démographie soutenue, c'est ce que j'essaye d'écrire, mais je ne maîtrise pas bien le sujet, ne sont pas sans corrélation. Tout à fait. Voilà. Donc là, c'est un vrai problème. Énorme. Et quand vous dites, on va dans la formule de Corée du Nord, bon, où on va régresser, moi, je me pose la question d'un avenir possible, c'est-à-dire où on vit, de survie, pour l'humanité, qui ne soit pas un saut, non pas en avant vers le futur, mais un saut vers quelque chose qui serait l'état de développement du 19e siècle. Je ne dis pas, parce qu'on parle souvent de la bougie,
qu'il faut retourner aux hommes des cavernes et au silex. Mais je pense que nous aurons du mal à maintenir notre niveau de vie à 8 milliards, même si on ne passe pas à 9 ou à 10 milliards. On va y passer. Mais admettons même qu'on se stabilise à 9 milliards, peu importe, c'est un ordre de grandeur. Ce qu'il faudrait être, c'est beaucoup, beaucoup moins nombreux. Et je me demande si il va être possible, si on maîtrise quelque chose. Si on maîtrise rien, bon, bah c'est pas la peine de discourir, mais si on maîtrise quelque chose, s'il va être possible de maintenir les standards de vie que l'on a, sachant que plus on est pauvre, moins il peut y avoir d'argent qui va vers la santé, vers l'éducation, vers les services publics. C'est évident que ce que nous avons pu obtenir comme civilisation, nous l'avons eu aussi parce que nous produisions beaucoup de richesses. Si nous en produisons moins, eh bien, l'espérance de vie va diminuer, etc. Voilà les questions que je me pose. Et moi, j'ai lu un certain nombre de choses que vous écrivez. Je pense quand même que l'avenir économique est moins rose, que les solutions technologiques ont leurs propres limites et que quand on nous propose quelque chose qui doit répondre à un certain nombre de problèmes, en général, bon, indépendamment de la propagande et de la publicité, bien entendu, ça peut être de bonne foi, mais en fait, les progrès que l'on constitue pour répondre à un certain nombre de questions posent des questions qui sont parfois plus lourdes que les questions qu'on a voulu résoudre. Donc là, il y a vraiment des impasses et je suis très méfiant à titre personnel, mais je ne suis pas le seul, et c'est pour ça que je m'inscris dans la lignée de la décroissance sans être un partisan de la Corée du Nord. Je suis très méfiant sur les solutions technologiques. Voilà, et par exemple, sur la voiture électrique, je vous signale, puisqu'on parle de responsabilité, que je ne sais pas si on est complice des Chinois en se félicitant qu'ils soient un peu moins nombreux, mais quand on mettra du cobalt dans nos batteries, on sera complice quand même des petits Congolais de 6 ans qui vont chercher le cobalt au fond des mines, parce que quand on a 6 ans, on est petit, qu'on peut mieux s'infiltrer dans les mines, surtout qu'en plus on n'est pas payé. Voilà. Et ça, nos voitures électriques en bénéficieront de manière directe. Et nous, au volant de ces voitures électriques, en attendant qu'il n'y ait plus de volant, parce que ça, elles seront autoguidées, tout ça c'est formidable, on est quand même les receleurs de ces pratiques qui se passent. Attendez, on va peut-être aller un petit peu vite parce qu'il y a 2 questions. Parce qu'on est en train de déraper fortement là. Et il y a Michel Garenne qui doit encore s'expliquer, il y a Antoine Wechter, et j'aimerais bien que les derniers intervenants ne soient pas pénalisés. Donc voilà. Didier, je peux juste une phrase, je ne commente pas du tout. Juste une phrase, le point central pour nous, c'est le lien entre croissance démographique et croissance économique. La croissance économique est-elle toujours possible sans croissance démographique? Moi, je dis oui, mais c'est une question clé pour l'avenir. Donc voilà, très vite, hein, si vous pouvez. Oui, je vais être rapide. Moi, je suis prof à l'Éducation nationale. Je donne aussi des cours à des enfants qui viennent du privé. Donc, je vois vraiment le concret des familles aussi, parce que je rentre dans des milieux familiaux assez bas de l'échelle. En tout cas, nous, dans le monde de l'Éducation nationale, on vit la pression démographique. C'est-à-dire qu'on a une élévation du niveau, effectivement, on a 95% d'élèves qui ont le bac, mais je veux dire, on a des classes surchargées, on est les profs qui enseignent avec le plus d'élèves en Europe. Je connais un peu le système italien, donc je vois ce qui se passe. Donc certes, les Européens font moins d'enfants, mais on voit ce qui se passe en Allemagne. Hein. Donc il y a eu une pression démographique par la migration. Même le pape a dit arrêtez de faire migrer les populations, parce qu'il y aura un problème culturel. Puisqu'il n'y avait pas d'appui sur les familles en Allemagne, donc les femmes faisaient moins d'enfants. Donc tout ça pour dire que moi je suis pour une sobriété. Je suis pour être moins nombreux et profiter mieux en étant moins nombreux. Parce que moi je vois mes conditions d'enseignement, elles se dégradent,
Je vois les conditions des familles se dégradent. On veut absolument faire 70 000 logements dans le Grand Paris. Donc, pour moi, c'est une idée du rat. Vous savez, les rats dans les immeubles, tout ça. Enfin, on est les uns à côté des autres. Donc, la violence augmente. On le voit dans les médias. Donc, en fait, la solution, elle est sur la sobriété. Elle est sur être moins nombreux et plus heureux. C'est tout. On est d'accord, c'est le titre d'un livre et je vous invite à rejoindre notre association hein, parce que vous tenez exactement le même discours. Il y avait Madame Tamburino là qui avait une question, mais très vite. Hein, je suis désolé, mais quand même, il faut quand même Michel Garenne et Antoine ont le droit de parler aussi. In English, maybe. Oui, vite simplement. Hein. Okay. Now, I just wanted to say that all the people know the example of the one-child policy in China, but there are other examples of demographic policies which are not so well known, but worked in the sense that they succeed in reducing fertility rates. Such as? To stop for translation. Or it's okay? No. It's okay? Is it all right? And were voluntary based. They were not coercive. They just focused on contraception, education, female education, because it's female education which is missing in many countries. They were focused in campaigns and so on. And so many people perceive the idea of demographic policies as something that is unfair. Like, for example, Monsieur Pont is the name, he says is unjust, but actually it's the opposite. A good, voluntary-based demographic policies, non-coercive demographic policies can achieve justice, can improve the condition of people, especially women and children. So be aware of this. It's not like the one-child policy in China. That's exactly what we try to say out loud. On va peut-être passer à l'intervention de Michel Garenne parce que quand même, faudrait. Voilà. Je rappelle pendant que Michel s'installe une chose qu'on peut quand même. Just sorry, because of the example, which countries he asked? For example, South Korea, Costa Rica, Bangladesh, Iran, Tunisia. Kerala en Inde, c'est aussi un bon exemple, mais Bangladesh, c'est Bangladesh. On continue pour équilibrer les interventions. Je rappelle à tous ceux quand même, hein, pardon, je rappelle à tous ceux qui nous opposent les comportements au nombre que quand on dit que les personnes, les individus des pays pauvres émettent moins de gaz à effet de serre et consomment moins, c'est justement du fait de leur pauvreté. Et qu'en voulant se vanter, en disant « Regardez, je suis du bon côté, je défends les pauvres », ils ne font rien d'autre que de demander aux pauvres de le rester. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Si on veut que les pauvres aient un peu plus, ils consommeront plus, ils pollueront plus. Et donc, si on veut accepter leur développement, il faut accepter que la variable d'ajustement, ce soit effectivement la variable du nombre. Voilà.